parle-nous de ton parcours en France. Alors, quand tu arrives, qu'est-ce que tu vas faire comme étude? D'abord, faut dire ce qui est, j'ai été élevé dans des conditions plus que confortables. Hein. Mon père était quand même ingénieur de travaux publics, architecte, c'est lui qui a fait la ménage, etc. Ma mère était secrétaire de direction, donc à part les affres de la vie, parce que papa a coulé, etc. Mais en fait, on ne peut pas dire qu'on a vécu dans une misère, etc. Pas du tout. Hein. J'ai été élevé de façon tout à fait confortable. Je n'ai rien à dire à ça. Et puis le premier hic qu'il y a eu, c'est que toutes les gens de ma génération, donc issus du milieu, du même milieu que moi, ont fait des études. Quand ils sont passés, ces gens-là sont passés en seconde, mais en seconde littéraire, en seconde S, etc. Et voilà que je fais encore mon cinéma. Je décide que je veux faire une seconde économique. Je veux aller au lycée technique. Et que personne ne me fait rester ni au lycée de Belleville, là, pas du tout. Oui, parce que là, les gens de bien, c'est au lycée Schellcher et au lycée de jeunes filles. Je fais déjà mon premier coup de l'estomac, et j'ai dit que c'est où ça, on veut pas aller de ce côté. Alors, ma mère, qui, elle, partait du principe que les gens, c'était l'avenir de chaque individu, qu'elle n'avait pas à se mêler de cette affaire. Elle prend les renseignements me se demandant parce qu'elle ne connaissait pas cette histoire de seconde économique. Et elle se dit qu'elle fait bon, elle prend les renseignements, puis elle me dit, OK, tu vas à l'lycée technique, très bien, et moi j'arrive au lycée technique vraiment, et je crois que là aussi j'ai pas fait ce que je voulais. Pour la simple et bonne raison que je me suis retrouvée avec des gens issus de milieux dits défavorisés, ou presque, entre guillemets, pas des gens, issus essentiellement des communes, hein, puisqu'à l'époque, on allait au lycée de Bellevue, aux îles de jeunes filles, que la petite bourgeoisie, et puis les meilleurs, plus que meilleurs des communes, mais les élèves des communes qui étaient moyens, etc., on les envoyait en seconde au lycée technique. Donc je me suis retrouvée avec des élèves avec lesquels, des gens avec lesquels jusqu'à présent j'ai gardé d'excellentes relations, et c'est vraiment mon meilleur souvenir scolaire, c'est quand même le lycée technique. J'ai fait une seconde économique, et puis comme je suis fainéante comme un pou, et comment décidément pas qu'à faire mathématiques, personne m'a allé faire en seconde secrétariat. Mais quel scandale! J'écrasais les machines en permanence, j'avais des histoires en permanence avec monsieur Lonis Dibloum, censeur du lycée, qui en a vu avec moi des vertes et des murs, et avec ma classe, parce que, par exemple, comme j'ai toujours été une fêtarde, quand je sortais le week-end à cause de mon papa, bien sûr, le lundi matin, j'arrive au lycée, j'avais des camarades comme Lulu Vestris, que tout le monde connaît, et puis Alain Michel Grèce, qui est mort depuis quelques années. Nous sifflions dans nos droits pour savoir si on fermait le lycée pour la journée, la demi-journée, ou bien, je sais pas. Et à midi, l'école là était fermée généralement, ou bien 9 heures. Et on a appelé ma maman, monsieur Gaillard a appelé ma maman pour dire, Christine a encore fermé mon lycée. Mais là, nous t'es sifflé toute l'école là en bois. Et tu en as vu, tout. L'école est fermée, il n'y a pas casse. Je reviens cet après-midi ou le demain matin. Donc, j'étais vraiment, Espérons que tes élèves d'aujourd'hui n'entendront pas ça pour siffler. Ça, je leur dis, hein. Je leur dis. Et, je n'ai aucun regret concernant ce lycée. Donc, je réussis au bac. Mais en fait, pourquoi cette rébellion, fermer le lycée? Est-ce que le contenu... Non, parce que, nous étions fatigués, puis à un moment, je crois que je commence à me rendre compte qu'il y avait un décalage entre ce qu'on m'apprenait et la réalité de la vie. Donc, j'étais toujours en bis-bis. Il y a plein de professeurs qui se souviennent parfaitement de moi parce que j'étais toujours en train de poser la question qu'il ne faut pas. Donc, ça les mettait en porte-à-faux, je sais pas moi, parce que je me souviens des premiers cours d'économie que j'ai eus. Je voue d'ailleurs une admiration sans borne et sans limite à Manoulous Alexandrie, qui a été mon prof en seconde. Et les choses qu'il m'a apprises en seconde, sur l'évolution de la société, sur la manière d'économie, comment on allait basculer et comment on allait arriver à une internationalisation qui donne ça, mais vraiment le schéma. Et d'ailleurs, j'ai dû garder les cours à la maison, et de temps en temps, quand il y a une chose qui m'interpelle, je reviens dessus, et c'est un monsieur pour lequel j'ai une admiration vraiment, sans borne et sans limite. Et donc, à partir de ça, plus ce que j'avais déjà emmagasiné chez ma tante,
plus l'entreprise de mon papa. Je crois que ça aussi, ça a été un détonateur parce que mon père a coulé à cause d'une divergence qu'il avait avec un Français qui n'avait pas compris, qui ne s'accordait pas avec lui. Donc, il a cherché plein d'années à papa jusqu'à ce qu'il s'est contenu le problème. Et tout ça a fait que lorsque je suis arrivée en France, très très rapidement, dans ma tête, j'ai refusé de me cantonner à fréquenter les gens que je connaissais à la Martinique. Je les fréquentais certes, mais je me suis... Tu as essayé d'ouvrir l'horizon. Absolument. Alors, ça a donné les choses suivantes. Alors, mon papa était arrêté un petit peu de fois en même temps que moi à Paris, faut dire ce qui est. J'ai commencé par héberger dans l'appartement de mes parents un camarade nigérien qui s'appelait Sikiru Falola. Et un matin, je laissais chez mes parents à Paris. On m'a arrêté devant la porte. Mademoiselle, suivez-nous. J'ai vu une voiture balisée. On va passer connaître ça. Puis, ils m'ont dit, j'ai dit que je compte pas dans la voiture, qu'ils sont allés là. On m'a fait rentrer, hein. On m'a annoncé que le gouvernement du Niger était renversé de chez moi à Paris. Ah bon? Eh bien, je l'ai nommé Sikirou. Ils faisaient leur réunion à la maison. Moi, je ne savais pas. Leur langue, je ne savais pas. Je suis restée, en même temps, on a arrêté mon papa en temps réel. En même temps. Et le père Aliker avait des réunions. Ce jour-là, je crois que monsieur Hannibal, ancien policier, Hannibal il a vraiment parlé au port basse de la mère de monsieur Hannibal, hein, parce qu'il comprenait pas, et moi non, on m'a gardé 24 heures, plus que ça, au Quai d'Orsay, plus de 24 heures, parce que ils ont fait des investigations, ils se sont rendus compte que bon. Alors, j'ai hébergé les Nigériens, donc, qui ont renversé le gouvernement du Niger. De chez moi à Paris. Donc, je Nigérien. Après ça, voilà que je me suis embarqué, je passais mon temps à la cité Inter. Donc, je suis rentré dans le combat du Front Polisario. J'ai même fait des conférences pour le Front Polisario. Après ça, je suis en France à la période du renversement d'Allende. Voici que je suis dans le Chili. J'avais des camarades uruguayens. Nous lisions le soir Fanon en espagnol avec les Tupamaros uruguayens. Donc, je crois que j'ai fait tu ne parles pas de la lutte anti-apartheid et de Sankara? Absolument. Et alors, pour pas en faire le tour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Thomas Sankara en France. Donc, tout ça, et j'étais en admiration devant Sankara avec tout ce il avait déjà, ce qu'il nous disait qu'il allait faire et ce qu'il a mis en place au Burkina Faso, parce que cette histoire d'école qu'il avait mise en place, etc., nous en avions parlé déjà à Paris. Parce qu'il disait que chaque fois qu'un individu savait quelque chose, qu'il fallait absolument qu'il transmette son savoir pour que le plus de personnes aient du savoir et qu'on arrête de prendre les Africains pour des gens demeurés, parce que la seule civilisation, c'est celle du centre, alors que chaque pays d'Afrique, morcelé pour les beaux yeux des colonisateurs, avait sa pierre à porter à l'édifice. Donc tout ça fait que je ne peux pas me vivre de façon retirée, calme, sans pas intervenir, mais sans me mêler, entre guillemets, de la vie politique. Mais alors, tu soutiens toutes ces causes révolutionnaires, tu es martiniquaise, tu es une alicaire. Oui. Quel écho ça a sur ta vision de notre pays? Alors, je sais qu'il y a des choses qui clochent, et je sais, mais alors, faut pas oublier quelque chose. J'arrive en France, j'ai quoi, 19 ans? Et je suis ici de milieu qui est ce qu'il est, je suis de près les combats qui sont en Martinique, mais comment expliquer ça? Je suis de toutes les grèves qui sont en Martinique, je me souviens, enfin, tout est avec Alain Bravo notamment, enfin bon, de toutes les grèves, mais je n'ai pas de vision idyllique de la Martinique, je sais comment ça marche. Et en même temps, quand j'arrive en France, je me dis, mais nous plaignons, et nous nous battons toujours pour rester français et essayer d'avoir des miettes de quelque chose, alors que nous avons autour de nous, dans le bassin, etc., des combats qui sont menés, nous ne prenons pas l'immensité. Donc, je pars dans cette recherche, cette connaissance totale, et puis j'essaie de m'inscrire à la GEM.
Association Générale des étudiants de Martinique. Et voilà que là, vraiment, c'est le pompon. Alors, j'arrive à la GEM. Vous savez, quand vous avez 18, 19 ans, monter à danser le cinéma, j'avais pas mes cheveux blancs, j'étais un petit peu mieux physiquement, il me semble. Et je faisais l'intéressante, c'est-à-dire que j'avais des ongles, ça, je fumais des cigarettes avec des cigares, je portais des caplines, j'avais des jeans, des pantalons alpaga, mon père mettait des jeans, pantalons alpaga, moi, souliers, machin, je faisais mon cinéma. Et voilà que j'arrive à Paris, dans les années, donc 70, début 70. Et, je tombe sur, je vais à la GEM. Et c'est l'époque de la revendication identitaire. Et toutes les femmes de l'âge qui sont à la GEM, ou bien plutôt les filles qui tournent autour de la GEM, elles ont leur madras dans leur tête, leur t-shirt, une espèce de jacquard, une espèce de blouson, mais ça, en moumoute, en espèce de truc de militaire, quoi, sur elle, des claques aux pieds, un jean et des chaussettes. Moi, dis-moi pas qu'habiller comme ça. Absolument pas. Moi, pas qu'à aller faire sécurité, moi, pas, jamais ça va. Donc tu n'obéis pas aux normes vestimentaires de la Révolution. Pas du tout. Moi, dis jamais. Et moi-même, c'est mon cap reversé, moi, qu'a fait ci, qu'on fait bon. Il était dans un seul mois, donc moi, non, j'ai ça, mon cas, fumer cigarette, on fait ma danse, celle-ci. Et je suis dans l'internationalisation. Moi, j'ai dit que je ne vais pas dans ça. Alors, il y a eu un procès, pratiquement. Je me souviens à Sarail, derrière, une rue qui avait derrière Jean Sarail, où, le truc du Crous, derrière Sarail. Et là, il y a les gens de la GEM me reçoivent, surtout qu'ils annoncent qu'il faudra qu'on descende en Martinique pour couper la canne. Et je dis, et sur l'autre comme je suis avec mon air imbécile, que mon pacaille peut couper canne parce que couper la canne c'est un art, que si mon n'a pas ça couper canne, non, c'est pas la peine d'aller parce que quand on coupe mal, la richesse saccharine qui descend dans sol là, donc ouvrier agricole la capot gaz, puisqu'on est payé à la richesse. Celle que ma caille peut faire, c'est compter le nombre de bouts de canne. Et puis, vu tenue vestimentaire moins, ma caille peut compter les bouts de canne. Mais il y a un petit peu de provocation dans ça. C'est-à-dire, et en même temps, parenthèse, ça appelle les militants à se questionner parce que beaucoup de ces gens-là qui prenaient l'apparence, sont aujourd'hui particulièrement intégrés dans le système. Ah bon, alors, enfin, on va pas les citer. On va pas parler de ça. On va pas, en tout cas, et donc, j'ai dit que je ne vais, donc on m'a prié de dégager cause et bien de la GEM, puisque m'ont pas dans les critères et les normes. Et c'est à ce moment-là que j'étais déjà en contact avec Tijo Mauvois, etc., on se voyait, et c'est à ce moment-là que Tijo, mon camarade Claude Sandoz, Antonio Del Vecchio, qui sont deux Guadeloupéens, et nous-mêmes, on fait mon ex-époux Tony Nuissier, moi-même, on fonde un petit groupe, on fonde la LUA, la Ligue d'Union Antillaise, qui a pas... Alors, c'est intéressant que tu signales ça, parce que Tijo, qui est un révolutionnaire parmi les révolutionnaires, défunt Tijo, justement, s'accommode de ta tenue, et de l'apport que tu fais, et ne pose pas de conditions. Absolument pas, parce que Tijo, c'était pas le jour de bonhomme. Absolument aucune condition. Tu viens, tu es venu pour travailler, ou peut venir, on y est là, c'est pas problème ni. Seulement, il fallait que nous fassions des choses, et avec la LUA, on a fait plein de choses, donc s'occuper des enfants. Mais c'est quand même une leçon importante, que il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à l'apparence ou aux déclarations et qui nuisent finalement à la participation. Absolument. Et là, on a fait plein de choses. Et le siège de la LUA était dans le 18e. Donc, du côté d'ailleurs, le métro, c'était Pigalle. Et chez moi aussi, mon métro, c'était Pigalle. Et, comment dire? Mon métro, c'était Pigalle. Et, ça fait que nous étions en permanence là. On a fait plein de choses. On a écrit le fameux Chimée Liberté. Le livre d'histoire. Et on a fait plein de choses avec Tijo Mauvois là. Et c'est un monsieur pour lequel j'étais d'autant plus fière que lorsque mon fils est arrivé au lycée, il lui a fait classe au lycée, donc je ne peux pas qu'à dire, c'est qu'il m'a dit content. Alors, donc, tu rentres au pays? Alors, après ça, il y a quand même, je voudrais m'arrêter juste un petit peu sur mon parcours à Paris, indépendamment de toutes mes exclusions dans tous les milieux d'Africains, de Sud-Américains, etc., etc. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup marqué
un truc, une anecdote que je veux vous dire. J'habite à Pigalle, mon métro, c'est-à-dire que j'empruntais la rue Victor Massé pour rentrer chez moi à Paris. Donc, rue de Pigalle, la rue Victor Massé. Je sortais sur la place Pigalle. Et un soir, comme d'habitude, parce que j'ai fait des études diverses et variées, j'ai fait un BTS, j'ai fait une double licence de socio et d'économie, j'ai fait un 3e cycle, enfin bon. Et donc, je menais tout ça de front pour pas en faire le tour. Mes parents avaient décidé que j'étais allé me mésalir, m'acoquinant avec un monsieur de la Martinique, comme on dit chez moi, d'autres quelqu'un, il pas connaître la provenance. On m'a coupé les vivres pendant 6 ans. Donc, j'avais pas un centime, donc fallait que je travaille en même temps. Donc, je vendais du rhum, tout partout, comme on dit, sans garder, mon maillot, là. Donc, j'ai fait un tas de choses. J'avais des horaires de cours impossibles. Ça m'arrivait de travailler. Et tu continues tes études pendant oui, que tu fais ce travail? Mais oui, m'a pas qu'à dormir, j'avais pas anié dans de quel secteur tu es? Moi, je suis enseignante. L'étude. J'ai fait de l'économie, de la sociologie, j'ai fait un BTS commerce, enfin bon, j'ai passé des meilleurs au 3e cycle, qui est très joli, qui s'appelle planification de l'emploi et de l'éducation en pays sous-développés. Ça sort pas enfin, machin, mais qui m'a permis de me construire. Surtout que l'institut dans lequel j'ai fait ces études-là était spécialisé dans les pays sous-développés. Donc ça m'a permis encore plus d'être en contact avec vraiment les pays sous-développés. Alors pour revenir à mon anecdote, j'arrive un soir, il devait être 22h, donc je venais de laisser la fac. Et en arrivant à Pigalle, en traversant la rue, je vois une dame qui me paraît une Antillaise, debout. Elle faisait l'autre trottoir. Alors, je m'arrête avec toujours ma gouaille et puis ma manière d'emmerder les gens. Je dis à la dame, au cas dit que moi, j'en souffre après beaucoup, il ne pas qu'il y ait que utile, sans pas faire là. La dame se met à pleurer, m'a sangloté dans la rue. Et moi, je me revois, je la prends dans mes bras, je lui dis, non, excusez-moi, je me confonds, excusez, je l'amène à la maison chez moi. Et quand elle arrive, elle se calme, je donne ma boîte, etc. Et elle me raconte son histoire. En fait, elle me dit que son mari était parti en France par le Bumido pour trouver du travail, enfin être formé. Il lui a dit que lorsqu'il serait installé, il la ferait venir avec ses 6 enfants. Ce qu'il a fait au bout d'1 an et demi. Et elle est venue le rejoindre au bout d'1 an et demi. Le monsieur les a installés dans un appartement qui finalement était une grande pièce, dans laquelle il y avait 6 matelas entassés, un poêle à mazout. Et visiblement, il avait refait sa vie avec une Française. Et il leur donnait de l'argent avec parcimonie. J'ai jamais compris pourquoi il nous avait fait venir. Et la dame, elle m'expliquait que elle n'avait pas trouvé de travail, elle n'avait pas de formation, bon, à l'époque, et elle n'avait pas trouvé de travail. Donc, le seul moyen qu'elle avait pour trouver du travail, c'était finalement faire de la prostitution. Et elle faisait les enfants travailler, et quand ils étaient couchés le soir à 8h, elle partait travailler sur le trottoir de 8h, 8h30, elle habitait place d'Aligre. 8h, 8h30 jusqu'au dernier métro. Eh bien, vous savez une chose, j'ai appris à respecter une prostituée. J'ai interdit à quelqu'un de porter un jugement de valeur sur une prostituée, quelle qu'elle soit. J'ai interdit. Que cette dame-là, donc après, qu'est-ce que j'ai fait après? Moi, aller chercher encore en bas comme mon corps, comme d'habitude. J'allais faire travailler les enfants. Je trouvais un créneau dans la journée. Le soir, notamment, pour qu'elles puissent partir plus tôt, j'allais faire travailler les enfants. Je m'occupais d'eux. Et après, soit je regagnais la fac, ou je regagnais chez moi. J'attendais un petit peu, le temps qu'ils soient endormis, je partais, ou bien je restais travailler pendant qu'ils étaient là. Et bien, vous savez une chose, il y en a un qui est médecin, un qui est ingénieur, qui travaille dans les Émirats du Qatar. Ils occupent des postes extrêmement importants. Ils n'ont jamais su ce que faisait leur maman. Et elle est toujours vivante. Et j'ai toujours contact avec elle. Mais ça, c'est pour démontrer aux gens de ce pays-là que j'ai connu ce qu'on appelle la misère des gens de mon pays. Et c'est peut-être pour ça que je respecte encore plus les gens de mon pays. Parce que j'interdis à quiconque, quand je vois les gens
insulter les dames qui travaillent au Tierre-Saint-Ville, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y en a peut-être qui le font par vice, mais ça m'étonne. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc ça s'appelle respect. Ma tante m'a toujours dit, tout le monde sait nous. Même si tout le monde ne sait pas mon nom, parce qu'on pas savent qui ça qui fait comme mon nom à cette situation là. Et ça s'est resté dans ma tête. J'avais quoi, même pas 22 ans. 22 ans. Et ça aussi, c'est mon truc, quoi. Je veux pas. Mais j'ai une fille qui me dit, maman, tu passes au caprice, tu laisses tout le monde faire. J'ai dit, je laisse pas les gens faire ce qu'ils veulent. Je dis aux gens ce que je pense. Mais je ne laisse pas les gens faire ce qu'ils veulent. J'estime qu'au bout d'un moment, tu es un individu, tu es un être humain, donc tu dois savoir les limites de ce que tu fais. Tu dois savoir qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu ne dois pas faire pour le bien commun. Je suis désolée. Quand tu vends de la drogue, quand tu fais les gens fumer de l'herbe, que tu donnes vendre du crack, ou pas savent que ça pas bon pour convenance ou pour l'argent, ou qu'à détruire un monde, ou pas savent ça pas bon. Je sais pas. Ce matin, je raconte à mes élèves, j'ai un ancien élève, que je travaillais à la prison de Dupicos à l'époque, et un jour, j'arrive à la prison, avant ça, j'étais venu 2 jours avant, et l'agent de probation qui est mort d'ailleurs me dit, Christine, tu as un de tes anciens élèves ici, il est arrivé hier, je préfère ne même pas te dire son nom, parce qu'il a dit qu'il ne faut pas que tu saches qu'il est là. J'ai dit très bien, comme dit 800 ou bien prisonnier là, mon père, oui, mais là, des 25 vinaigres. Je reviens le lendemain, qui est-ce qui m'ouvre la porte? Le SAS. L'individu en question. J'ai eu une réaction imbécile, mon baillon gorgette. Comme on fait chez moi, comme au dormier, mon baillon gorgette et mon senti d'eau pied avec la vini derrière. M'a dit, Grégory, qu'est-ce que vous faites là? Il vient, m'a dit, ok, moi, quand tu es là, son café là, est-ce que vous formez au bout là, qui s'accale? Ah non, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, 20 ans. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas d'argent. M'a dit, pas ni femme, pas ni, au 27, oui, madame. Il tenait un réseau, ben, il a fait, mais seulement après ça. Comme je montais tous les jours, mais tous les 2 jours, il m'a dit, venez en préparer le BTS avec moi, s'il te plaît, parce que c'est au café le con. Donc, à y aller jusqu'au bout. Et puis, il a eu son BTS, il l'a ouvert une entreprise en France. Même chose, j'ai mon SMS régulièrement, madame, je te remercie. Mais n'empêche que, c'est quand même une belle leçon de faire confiance à l'être humain. Oui, oui. Moi, je crois que, et tout n'est pas perdu, en fait. On n'est pas perdu, je suis désolée, je vois des choses tellement fantastiques que, on a toujours un sursaut. Et puis, je crois que j'ai un gros défaut, j'aime les gens. Bon, j'aime les gens. Alors, on a laissé Paris, on est rentré en Martinique. Oui. Je suis revenu en Martinique en 79. En 79. Voilà. Senti qui a nous blindé.